Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. Et notre invité ce soir à 18h20, il est économiste, fondateur du Cercle des économistes, président des rencontres éco d'Aix-en-Provence, et il sort un nouvel ouvrage aux éditions Odile Jacob intitulé La grande rupture, réconcilier Keynes et Schumpeter. Bonsoir Jean-Hervé Lorenzi. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Europe Soir. C'est un livre coécrit, je le précise, avec Alain Villemeur, dans lequel vous faites une série de propositions pour créer une vraie croissance durable dans les décennies à venir, en réconciliant la logique d'une politique de l'offre et une politique de la demande. D'où cette idée de réconcilier Keynes, l'homme de la demande, et Schumpeter, celui de l'entrepreneur. D'abord sur le constat. Vous dites, il faut éviter une stagnation, c'est-à-dire une croissance molle, une baisse de l'innovation. Mais ce à quoi on assiste en ce moment, Jean-Hervé Lorenzi, c'est plutôt une reprise forte. Je regardais les dernières prévisions de la Banque de France, on est quasiment à 6% cette année. Les commerçants, les hôtels, la construction, les entreprises, tout le monde croule sous la demande. C'est reparti. D'abord, merci de rappeler que je suis coécrit avec cet ami Alain Villemeur, qui est un économiste absolument top, et sans qui ce livre n'aurait pas été écrit. Alors, juste peut-être un mot. Même, il n'y a pas besoin d'un prix Nobel d'économie pour se dire qu'après un an de confinement, avec de l'épargne, les gens vont savoir rebondir. Je dis ça fait 6%, mais ça faisait moins 9, moins 10 l'année dernière, donc tout ça n'est pas top. Le vrai sujet auquel nous sommes confrontés, c'est qu'on va avoir un an. On va avoir un deuxième plan de relance, parce que j'imagine pas que le président de la République, ce représentant, ne donne pas un petit coup de boost vers genre février. Donc tout ça. Il y aura un deuxième plan de relance, c'est sûr. Oui, je suis sûr. Oui. On va pas l'appeler plan de relance, mais ça, il va y avoir. Vous lui avez soufflé l'idée au président ? Non, c'est une opinion de simple bon sens. Bien. Si j'étais à sa place, c'est ce que je ferais en tous les cas. Et puis, beaucoup d'ailleurs d'économistes ont proposé 40-50 milliards de plus. Et vous allez donc avoir un an jusqu'à la mi-2022, on va rattraper ce qui était 2019. Mais la fin 2019, je rappelle, c'était quand même pas formidable. C'était une croissance assez faible. En gros, 6 millions de gens qui ne travaillent pas à plein temps, 9 millions de pauvres. Enfin, il faut arrêter de penser que notre cible définitive serait de retrouver l'année 2019. L'année 2019, c'est en fait 20 ans où la France se comporte pas bien. Donc, d'où l'idée que ce que nous avons proposé, c'est de dire, analyser avec Alain, c'est de dire, il y a toute une série de répartitions qui vont se modifier, des répartitions très fondamentales. Par exemple, plus emblématiques entre les jeunes et les vieux. Je veux dire, l'idée que les vieux dont je fais partie prennent 14% du PIB et que les jeunes peuvent jamais avoir accès à la propriété d'un logement avant 40 ans, ça paraît absurde. Donc il y a plein de choses qui doivent changer et qui sont les conditions dans lesquelles une croissance stable, un peu plus juste, inclusive, parce qu'il faut de l'inclure. Il faut évidemment aussi la prise en compte de l'environnement, du réchauffement climatique. Et qui dépasse les petits 2% qu'on connaît depuis plusieurs années. Et qui dépasse les 2, oui, on n'a pas 2%. Notre croissance potentielle, la réalité, si on laisse les choses comme ça, c'est un petit 1%. Et en ayant pris 2 whisky avant pour se donner le moral. Non, c'est pas bon du tout. Jean-Hervé Lorenzi, on va revenir dans le détail sur ces propositions, pas toutes, mais j'en ai choisi quelques-unes. C'est 6 répartitions différentes pour changer de paradigme. D'ailleurs, vous revenez sur la définition même de la croissance. Très intéressant ce que vous dites. On a perdu de vue la finalité de cette croissance, dites-vous. Trop mathématique. Vous citez d'ailleurs la philosophe Simone Veil, l'autre Simone Veil. Et vous dites cette croissance, c'est d'œuvrer à la satisfaction des besoins humains fondamentaux et qu'il augmente le bien-être individuel et collectif. Et ça, on l'a perdu de vue. Mais complètement. Par exemple, vous comme moi, sommes absolument stupéfaits d'admiration devant les innovations, c'est vrai. Et notamment dans le domaine de la biologie, c'est formidable ce qui est passé. Mais le reste, si ça consiste exclusivement à remplacer des individus qui ont un boulot, femmes et hommes, par des machines, c'est pas un progrès de l'humanité. Donc tout ça doit être repensé par rapport quand même à l'idée que l'objectif c'est de fournir des activités à tous les êtres humains, et notamment en France, de les nourrir convenablement, de les loger convenablement, tout ceci, de leur donner des progressions dans l'existence, c'est-à-dire qu'un jeune femme ou homme de 20 ans se dise « je travaille, je vais poursuivre tout au long de mon existence ». Il y a dans l'une de ces répartitions, la première, la répartition des revenus plus favorables au travail, ce qui relancerait le pouvoir d'achat des salariés. Très sarkozyste d'ailleurs, la valeur travail, même si ça n'a jamais vraiment abouti. Vous dites que ce serait un basculement de 100 milliards d'euros des profits vers les salaires d'ici à 2050. Comment on fait ça ?
C'est pas très compliqué, hein, c'est objectivement. Il vous a pas échappé qu'il y a quand même beaucoup de gens qui gagnent pas bien leur vie en France. Oui. On s'est aperçu que par exemple notre éducation, elle marche pas. Oui. Ça marche pas. On est devenu, je sais pas combien, 25e dans près tous les domaines. Et il se trouve que, coïncidence, les profs sont très très mal payés. Oui. Donc alors ça c'est l'objectif. Mais revaloriser les salaires, on dit que ça fait de l'inflation. Il faut revaloriser. Nos chercheurs, moi qui suis économiste, on décerne un prix du meilleur jeune économiste, il est décerné à des gens formidables, mais ils sont tous profs à l'étranger. Concrètement, ça veut dire plus taxer les profits et augmenter les salaires? Non, ça veut dire simplement que la répartition qui est vieille comme le monde, et c'est pas un bouleversement, qui est en gros un tiers, 2 tiers. C'est toujours dans le monde, ça a toujours été depuis des siècles, un tiers pour les profits, 2 tiers pour les salaires. Et en France, on est à 32. Pour atteindre ce fameux 100 milliards dans un certain temps, il faut passer à 29%. C'est pas la fin du monde. Et ça signifie simplement que l'équilibre qu'avait très bien vu le mec le plus intelligent du XXe siècle, Ford, vous achetez pas des voitures si il n'y a pas des consommateurs. Alors, donc il faut trouver un équilibre entre l'offre et la demande. C'est un exemple parlant de l'histoire. 1914, le constructeur automobile Henry Ford décide donc de porter le salaire de ses ouvriers à $5 au lieu de 2 ou 3 $, ce qui est la norme à l'époque. Et il dit ceci: si nous répandons beaucoup d'argent, cet argent est dépensé et du coup, ça fait tourner la machine économique. Alors le problème, c'est que il faut pas que ça serve uniquement à importer des biens, parce que c'est quand même là où on s'est bien dégradé en France, c'est notre industrie. Donc il faut retrouver des capacités en France et en Europe, d'être bon en technologie, d'être bon en industrie. Et ça signifie, alors c'est une des autres répartitions, mettre plus d'argent dans la recherche, dans l'investissement. Alors justement, c'est la transition toute trouvée. Il faut, dites-vous, des investissements plus favorables à l'emploi et éviter les investissements qui ne font que gagner en productivité. Très intéressant, mais là aussi, concrètement, comment on fait? Parce que quand on est actionnaire et qu'on veut flécher ses investissements, c'est de bonne guerre, c'est même humain de faire en sorte qu'on gagne en rentabilité pour gagner plus d'argent. Mais entre nous, je suis évidemment favorable à cette idée-là. Le problème, c'est que notre répartition, puisque tout ça, c'est quand même un peu modélisé, c'est pas uniquement des vues de l'esprit, c'est que 60% des innovations doivent être créatrices de biens et services nouveaux, et 40% de la rationalisation, mais pas 100% de rationalisation. Donc tout ça, alors comment on fait? Mais pour inciter, ça passe par une réforme fiscale? Non, ça passe pas. Oui, par des bonus-malus. C'est-à-dire que si vous poussez les innovations qui sont créatrices de nouveaux biens et services, ce qui a été développé pour les vaccins, c'est inimaginable, c'est formidable, l'ARN. Et donc ça, hop, je le pousse. Je booste d'ailleurs les entreprises qui produisent des vaccins. Et en revanche, s'il s'agit uniquement de faire que tout le boulot, comme on retrouve maintenant un peu partout, ce soit nous qui fassions le boulot, vous savez, on supprime beaucoup d'emplois et vous mettez votre carte un peu partout. C'est pas, je pense pas que ce soit un progrès de l'humanité. Alors je voudrais qu'on termine sur, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la répartition de revenus générationnels. C'est vrai que là il y a un gap colossal. Le revenu des jeunes générations est de l'ordre de 20% en dessous du revenu moyen national dans l'OCDE. Rôle de l'État absolument essentiel dans cette meilleure répartition. Là aussi, comment on fait concrètement? Là c'est très simple. Là, je booste massivement les donations. Je booste le fait que aujourd'hui, les gens meurent en gros à 80 ans et ils donnent leurs héritages à 60 ans. À quoi ça sert? À 60 ans, on a déjà acheté son appartement, etc. Donc il faut arriver par tous les moyens à ce que l'argent circule entre 2 générations, celle qui, malheureusement, ce sera notre cas tous, va mourir, et l'autre qui est en train de créer sa vie. Donc favoriser les dons, Je favorise tout ce qui permet... Alors après, vous avez toujours 250 mesures pour arriver à faire des choses intelligentes qui ne sont pas violentes par rapport à la société. Mais je prends un exemple, je suis favorable à ce que d'ailleurs je crois le gouvernement va mettre en œuvre, une garantie jeune, pas un RSA jeune, une garantie jeune, c'est-à-dire je donne un minimum de revenus à tous les jeunes de moins de 25 ans, je leur donne, parce qu'il faut bien qu'ils vivent, et ce qui s'est passé toute cette année est effrayant, avec la possibilité simplement de vérifier que le jeune, soit il cherche un emploi, soit il fait une formation. Donc, un donnant-donnant, on n'est pas dans une société d'assistés, mais une société donnant-donnant. Toutes ces répartitions sont pas à faire brutalement, mais en réalité, si on ne les fait pas, la France va se retrouver avec 1% de croissance, 5 954 000 de chômeurs,
allez, on continue, avec 9 millions de pauvres, c'est quand même pas l'objectif d'une société. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pendant les 5 prochaines années, Jean-Hervé Lorenzi? Parce que vous feriez un bon ministre de l'économie avec tout ce que vous dites. Écoutez, si vous me le proposez, vous savez... non, moi j'adorerais la candidature. Être ministre des Sports, parce que je trouve, ministre des Sports, mais je peux être avec mon ami Alain, nous pouvons être des bons conseils pour ceux qui nous gouvernent, ce que nous avons d'ailleurs déjà fait l'un et l'autre. Bien. Ça s'appelle La Grande Rupture, passionnant, réconcilier Keynes et Schumpeter avec Alain Villemeur, Jean-Hervé Lorenzi, donc aux éditions Odile Jacob. Et puis on le rappelle, il y a les rencontres économiques d'Aix-en-Provence qui commencent dans 10 jours. Dans 10 jours, et là, on va se poser 2 questions. Qu'est-ce qui va vraiment changer? C'est en quoi le capitalisme va changer? Et comment est-ce que la France est capable, non pas de revenir à 2019, mais vraiment de rebondir et de retrouver ce qu'elle avait comme dynamisme il y a une vingtaine d'années, et on va retrouver les solutions. Bien, merci Jean-Hervé Lorenzi d'avoir été ce soir avec nous. Merci. Europe 1, Julien Bugier.